Éric, je vous l'avais dit, Zemmour, vont-ils se disputer cette semaine? Voici le sommaire. Je ne veux pas, moi, être élu sur une promesse et ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Souvenez-vous, c'était le 24 février, en pleine campagne, sur un camion. François Hollande s'engageait auprès des salariés ArcelorMittal de Florange. Ils vont de déconvenu en déconvenu. Cet échec est-il aussi celui du président Jean-Marc Ayrault? Est-il grillé? Vous nous répondrez dans un instant. Charité bien ordonnée commence par l'église. En pleine offensive hivernale, Sainte-Cécile du Flot, on a appelé aux responsables religieux pour héberger davantage les sans-abri. Normal ou maladroit, vous débattrez. Et puis c'est la petite bombe de la semaine lancée par Mediapart. Jérôme Cahuzac aurait eu pendant longtemps un compte non déclaré en Suisse, ferme démenti du ministre du Budget, qui contre-attaque, soutenu notamment par des personnalités de droite. Vous nous direz ce que vous pensez de cette affaire. Enfin, ils se voient encore mais ne s'entendent toujours pas. 4 tête-à-tête cette semaine entre François Fillon et Jean-François Copé, sans compter les petits billets qu'ils se sont envoyés à l'Assemblée. Au-delà de la crise qui dure depuis très 3 semaines, l'UMP va-t-elle pouvoir sortir un projet crédible de cette séquence? Vous donnerez votre avis dans le bonus de cette émission sur itélé.fr. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Si gisent les promesses de Nicolas Sarkozy, est-il écrit sur une stèle devant l'entrée de Gandrange? Les métallos de Florange écriront-ils le même message à propos de celle de François Hollande? Malgré le retrait de la candidature de Mittal pour le projet Ulcos, le président promet qu'il veillera à ce que les engagements soient tenus. Écoutez la figure de proue de la révolte des métallos, Édouard Martin de la CFDT. On vous en appelle solennellement, monsieur le président de la République. Reprenez le dossier en main. Reprenez le dossier en main. Dites à Mittal, ça suffit, dehors. Il vient de démontrer que le mensonge, il l'avait déjà en tête avant même qu'il signe. Vous attendez quoi? Qu'il y ait un malheur ici? Eh bien, ça va votre malheur si vous ne cessez pas ce mensonge, cette tromperie. Et c'est une promesse. Et nous, on a l'habitude de les tenir, nos promesses. La semaine dernière, à la même heure, je vous posais la même question. Est-ce que le gouvernement s'est fait enfumer par Mittal? Je vous la repose. Est-ce que le gouvernement s'est fait enfumer par Mittal? En tout cas, quelle figure? On va dire quelle figure, là, celle d'Édouard Martin. Ouais, et s'il dit tout est là presque, parce que il y a une telle vérité, il y a une telle indignation, il y a une authenticité dans ses mots, dans ce qu'il exprime. C'est comme Xavier Mathieu des Conti, quoi. C'est d'ailleurs leur parenté, leur fraternité, elle se lit sur leur visage, et la même indignation. C'est des hommes qu'on respecte parce qu'ils se tiennent droit et qu'ils appartiennent en plus à une tradition française. Hein. Ils sont historiquement liés à ce que nous sommes et à ce qu'est la gauche. Et donc que ces gens-là viennent dire au pouvoir de gauche, vous nous avez manqué. Nous serons votre malheur si vous nous faites notre malheur. Tout est dit là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une catastrophe absolue pour moi, pour le pouvoir, une catastrophe en termes de communication, mais bien au-delà, hein, une catastrophe politique sur la communication, humaine. François Hollande s'était engagé à sauvegarder ses emplois, a priori, sauf si Mittal ne tient pas ses engagements, ce qu'il a déjà fait par le passé. Cette garantie-là, elle a été tenue, ce maintien de l'emploi. Ouais, ça veut dire quoi? Qu'il s'est passé des erreurs de com derrière, après ça? Non, mais si vous voulez, il y a un problème mondial. Faut voir de façon vaste, parce que là, on voit par le petit bout de la lorgnette. Alors, on voit un Hollande, un Ayrault, un Montebourg qui négocie avec Mittal. Petit, quand même. Comment? Non, mais je veux dire, oui, c'est pas petit. Ce que je veux dire par là, c'est que les rapports de force, ils sont mondiaux. C'est ça que je voulais dire. Et qu'il y a un problème de la sidérurgie aussi internationale, c'est-à-dire qu'elle est en crise, que l'automobile est en crise, donc que tout partout on réduit. Et il y a un problème encore plus global qui est qu'aujourd'hui, les grandes entreprises mondialisées sont plus puissantes que les États. C'est un fait. Donc, alors maintenant, il faut savoir comment, soit on accepte, pour des bonnes et des mauvaises raisons, on accepte cette supériorité. Vous vous souvenez, c'est pas spécialement spécifique à la gauche, hein, quand Estrosi et Sarkozy avaient voulu faire plier Renault, vous vous souvenez, alors que même l'État a 15% de la propriété de Renault, et il n'avait absolument rien obtenu de Carlos Ghosn, qui avait délocalisé ses entreprises comme il voulait. Et aujourd'hui, ils en sont à réclamer des baisses de salaire aux ouvriers français pour s'aligner sur les salariés espagnols. C'est ça le contexte global.
c'est ma fameuse phrase de Warren Buffett que j'aime beaucoup, vous savez, le milliardaire américain, qui dit la lutte des classes existe et les riches l'ont gagnée. Ça, c'est le contexte global. Et là-dedans viennent Hollande, Hérault, Montebourg, Mittal, Martin, etc. On voit bien que, si vous voulez, là, en plus, deuxième chose qu'il faut bien comprendre et qui condamne malheureusement les ouvriers de Mittal, c'est que dans la mondialisation aujourd'hui, quand on est excentré des grands centres comme les villes, comme les ports, on est condamné à mort. Donc en fait, faire de la sidérurgie en dehors des ports, c'est carrément une gageure. Et donc, c'est pour ça qu'ils ferment les uns après les autres. Non mais c'est important. Je sais bien, Parce que j'ai entendu cet argument-là. C'est pas... Simplement, ta description des rapports de force mondiaux conduit à l'impuissance. Si on non, prend, ça conduit... Non, mais il faut faire un bon diagnostic, sinon voilà, ça sert à rien. Un bon diagnostic. Je pense que face à cette situation-là, il y a au moins deux réponses qui pouvaient se dessiner, s'articuler. Une réponse européenne. Et là, je cherche encore où Hollande est allé la chercher. J'attends. J'ai vu aucun ministre mobilisé. Et je pense que ça s'imposait. Et on l'a vu même pour la solution qui était envisagée, qui est présentée comme la clé et dont on s'est aperçu c'était d'enfumage en partie. Voilà. Donc là-dessus, j'ai pas vu agir comme il le fallait. Ensuite, il y avait quand même la question de la nationalisation qui a été posée, qui est revenue en force. Et là, on en ressort en étant perdu, le gouvernement a perdu de tous les côtés. C'est-à-dire que les libéraux se sont mobilisés au maximum et tout leur relais dans la presse, dans le disait la semaine dernière, les masques sont tombés là. Et voilà, et là, ils ont gagné. Absolument. Et de l'autre, on n'a pas la nationalisation, c'est-à-dire que toute la gauche et la majorité des Français qui souhaitaient la nationalisation provisoire ont l'impression d'avoir été floués, alors qu'on a fait revivre un mythe qui, en France, veut dire a ses racines profondes et a aussi montré son efficacité. Alors peut-être que maintenant on nous explique que c'était pas efficace, sauf qu'on nous a expliqué 15 jours avant que ça pouvait l'être. Nicolas. Voilà, donc je trouve ça terrible de dire que ces deux armes n'aient pas été employées au moins. Le gouvernement ne n'aime pas la politique de sa majorité ou qu'il n'a pas la majorité de sa... Non, ça veut dire surtout que les deux armes sont des pistolets à bouchon. Ah, mais ça... Parce que la première... Attends. D'abord, la première arme, l'arme européenne, c'est pas une arme, c'est au contraire le problème. Parce que justement, et oui, on est parti de là, souviens-toi. On a déjà fait une solution européenne et c'est ce qui nous a amené à Mittal. Et parce que tu fais toujours la même erreur. Pardonne-moi, toujours la même erreur. La Commission européenne de Bruxelles n'est pas européenne. Elle est mondialiste. Ça, c'est pas faux. Mais il faut la mettre en l'air pour être poli. Ah, d'accord. Mais donc, à partir de ce moment-là... Le constat ayant été fait depuis maintenant un certain nombre d'années... Donc là, on passe à autre chose. Là, on passe à autre chose, je dirais. Alors maintenant, la nationalisation... tienne compte. Ah bah oui, mais il serait temps. Mais les gens comme toi n'arrivent pas à admettre ça. Bon, d'accord. Alors, il faut retirer toutes les conséquences. Deuxièmement, la nationalisation. Moi, tu sais très bien, on en a parlé la semaine dernière, je ne suis pas contre du tout sur le principe, ça ne me choque pas du tout. J'étais plus choqué par les cris d'orfraie poussés par Iso, parce que je croyais qu'elle défendait les entreprises françaises, et je ne savais pas qu'elle avait vocation de défendre comme ça les entreprises mondiales. Enfin bon, c'est un nouveau rôle, hein. C'est comme Hulot qui maintenant défend la planète, donc elle aussi, elle doit défendre les entreprises mondiales. Bon, n'est-ce pas. Maintenant, il faut voir que, ça coûte cher, qu'il n'y a pas d'argent, et que trois, surtout, ça n'empêchera pas les licenciements. Ça n'empêchera... Non, Nicolas, parce que dans un marché mondialisé, on en revient toujours là. Regarde la nationalisation de l'industrie automobile américaine. Non, mais elle n'a pas empêché des milliers de salariés. Il y a eu des réussites aussi, Eric. Alors si Maya m'autorise une réponse quand même rapide. Oui, mais c'est vrai que là-dessus, sur General Motors, la nationalisation, c'est pas forcément synonyme de protection. Voilà. Non, pas forcément. Si en plus Maya Non, mais là-dessus... Pas forcément. Mais Eric, il faut bien que tu prennes en compte l'état psychologique de déprime d'un peuple, le peuple français, à qui on a expliqué au fond qu'on ne pouvait plus rien. La gauche, d'ailleurs, a beaucoup de responsabilité là-dedans, j'ose pas, veut dire que l'État ne pouvait plus rien. Puis ensuite, nous avons eu Sarkozy qui a dit l'État peut quelque chose, et puis on ne sait plus trop ce qu'il pouvait, il pouvait rien, et nous en étions là, quand tout d'un coup, on s'est dit, avec le retour de la gauche, que l'État pourrait enfin quelque chose. Donc le coup... Tu t'es dit. Moi, non, mais je suis pas le seul. Bah, d'accord. Et à partir du moment où les idées s'emparent des masses, elles deviennent des forces. C'est quoi? C'est ce que je pense. Mais je crois que les gens n'étaient pas... Même si ça coûtait de l'argent, même si le coût immédiat est fort, l'idée que l'État pourrait, au fond, quelque chose
dans ce pays en déprime économique et psychologique Nicolas, était une idée qui pouvait être salvatrice. Et qu'il y a un génie français, j'aurais terminé là-dessus quand même, dont on doit tenir compte, hein, un génie au fond de rébellion, un génie du redressement. Et ce génie, c'est pas le génie des carpettes. on peut Voilà, pas y et qu'on en est là. Mais oui, mais t'as raison, on peut pas y avoir de génie français sans frontières. Juste les tu postes. comprends pas ça, tu Les peux pas postes en l'admettre. question C'est pas grave. chez Florence, c'est un peu plus de 600 postes, c'est la moitié de ce que l'on perd tous les jours, des postes supprimés tous les jours en France. Malgré tout, ça va être, c'est peut-être de l'ordre du symbole, mais ça va peser, ça va être déterminant dans le quinquennat de François Hollande, ce dossier. Ça, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est vrai que Sarkozy, ça lui a été reproché jusqu'à la fin. Et c'est pire pour la gauche, parce que quand même, Bien sûr, il y a eu Sarkozy, justement, et il y a eu un déplacement du candidat François Hollande qui a dit plus jamais ça, et la gauche aura son honneur à ce que ce soit différent. Absolument. Alors, il y aura une différence peut-être, c'est-à-dire qu'on maintiendra des emplois plus que ça avait été, mais quand même, c'est le socle, hein, on est dans les fondamentaux là, et en plus, on va peut-être y venir, on est dans les contradictions au sein de la gauche, parce que maintenant on a un gouvernement fracturé, on a un groupe socialiste fracturé, on a une majorité fracturée, et on a un électorat fracturé. Ça fait beaucoup, hein, comme résultat. Allez, de la neige, des températures glacées.